Et t'es obligé de le mettre, ce truc-là? Et les gens, ils répondent un mot? Ah bon, je peux ne pas respecter alors. Alors, je m'appelle Yann Leonardi, je suis consultant et j'ai un petit laïus qui est top que je vais vous faire. Stratégie growth créateur, marketing de youtubeur, art appliqué podcasteur et la grosse semaine envoyeur. Alors, je vais vous parler de growth marketing, bien sûr, mais je vais vous parler de choses qu'on ne parle pas souvent, je pense. En France, les growth, de façon générale, ça va vous parler d'acquisition à longueur de journée. Moi, je m'en fous un peu. Justement, je cherche des sujets qui vont être plus impactants parce que justement, personne ne le fait. Et donc, un sujet qu'avec le temps, j'ai fini par découvrir, c'est le sujet du branding et son impact sur la croissance d'une activité. Donc, en fait, j'ai établi une méthode. Et cette méthode, elle est en 3 grosses étapes qui sont une partie stratégique, donc définir vraiment la partie branding, identité, mission et tout. Une partie production, donc comment on va faire pour produire du contenu qui va être en rapport avec cette stratégie de branding. Et puis une partie diffusion, donc comment on fait pour induire ce branding dans le temps et comment on fait pour éventuellement avoir 2 objectifs qui sont des objectifs mécaniques de croissance et des objectifs d'induction du branding. Alors moi je suis pas un dingo des outils, je suis passé sur Notion il n'y a pas si longtemps que ça, pour te dire, principalement du Google Drive. J'étais un peu éclaté sur du Trello, du machin, du bidule, et justement Notion me permet de recentraliser un petit peu. Pour ce process-là, on va pas être foufou sur les outils. Donc voilà les 3 parties dont je vous parlais tout à l'heure de ma méthode que j'ai appelée modestement la grosse brand. Donc du coup, on a ce premier bloc stratégie qui vont être d'abord le MVB, donc Minimum Viable Brand, c'est une sorte de mini plateforme de marque, beaucoup plus simple, beaucoup plus actionnable, un peu moins bullshit je dirais. Et puis on va décliner ce MVB en des content pillars, donc des thématiques de contenu de fond. On abordera en détail juste après. Donc ça c'est le bloc stratégie. Pour le bloc production, en fait c'est comment on va faire en sorte de dérouler cette stratégie et produire du contenu, parce que c'est le contenu qui va nous permettre de dérouler un peu l'induction du branding dans le temps, parce que effectivement, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais l'induction du branding va permettre de maintenir l'engagement et la rétention. Donc ce bloc production commence par un document qui s'appelle Content Pillar par canal, où on va donc récupérer nos Content Pillars, les exprimer en fonction des spécificités de chaque canal de communication. Donc ça peut être réseaux sociaux, ça peut être newsletter. C'est comment on fait pour exprimer ces thématiques en fonction vraiment des spécificités de chaque canal. Donc c'est-à-dire que voilà, avec l'expérience, on sait que si on veut faire de la découvrabilité sur Instagram en ce moment, c'est des reels, que la newsletter c'est un produit de rétention. Voilà, il y a des objectifs mécaniques qui sont derrière, et puis il y a des spécificités qui fait qu'on va pas utiliser un canal si on prend les mauvais formats qui servent à rien, genre on va pas aller partager des articles de blog sur LinkedIn, c'est une très mauvaise idée. Donc de ce document Content Pillar par canal, on va avoir du coup une bonne idée de ce qu'on peut produire, puisque on va commencer à faire du stock froid. Petit bloc là, on va faire du stock froid. Donc le stock froid, ça va être on veut donner des conseils sur une expertise. Voilà le sujet de fond qu'on va traiter. Et à partir de ce stock froid, on va voir comment spécifiquement ça peut s'exprimer sur un canal. Donc là, j'ai mis LinkedIn, Facebook, Instagram, mais bon, ça peut être n'importe quoi, c'est juste des exemples. Et donc ce contenu froid, de base, cette matière, va s'exprimer avec des formats bien spécifiques sur chaque canal, et ce qui va donner par exemple un carrousel sur LinkedIn ou un reel sur Insta. Voilà. Une fois qu'on a fait ces stocks là, donc ça c'est des dossiers, on a un dossier qui s'appelle LinkedIn, on a donc des types de contenus, et dans ces types de contenus on a un stock d'avance, on peut avoir genre 10 posts d'avance sur LinkedIn par exemple, et bien tout ça va être géré après dans le bloc diffusion. Alors si vous êtes tout seul évidemment, mais si vous avez des équipes plus importantes, il va y avoir ici quelqu'un qui va être en charge de la diffusion et qui va être en charge du calendrier de publication. Donc ce calendrier de publication, du coup, en fonction de la difficulté qu'on a eu à produire les contenus qui sont là, on va pouvoir définir des fréquences de publication pour chaque type de contenu selon les canaux. Et on aura donc un cycle de contenu, on va dire voilà sur 3 semaines, sur 4 semaines, et du coup ça va être un truc qui va revenir de façon cyclique. On va avoir 2 semaines d'avance, 3 semaines d'avance, en fonction des événements chauds qui vont arriver, on va adapter ce contenu froid. Mais s'il se passe rien, voilà, s'il n'y a pas la fête des mères, s'il n'y a rien à raconter, on aura quand même un stock de contenu froid à dérouler dans le temps avec un cycle et des fréquences. Donc c'est-à-dire que là, on a donc une personne,
voilà, qui est censé être garant du calendrier de publication, et qui va aller piocher ici dans Content Pillar par canal les dossiers et qui va aller publier ou programmer les posts sur les différents canaux. Voilà, ça c'est la méthode globale. Maintenant, je vais rentrer un peu plus dans les détails. Alors, un peu plus de détails sur comment on met en place le MVP. Il y a pas mal de workshops, hein. Là je vous le synthétise un max, mais en gros, il y a toute une partie du travail où on va définir qui on est, nous. C'est quoi la raison d'être, c'est quoi l'ADN. On veut tout savoir. On veut tout savoir, on veut connaître l'histoire complète des fondateurs, on veut savoir tout ce qu'ils ont fait, pourquoi ils l'ont fait, c'est à quoi quels ont été les déclics dans leur parcours. On veut tout comprendre, on veut savoir leurs valeurs, on va creuser dans l'ADN disponible. Je dis bien disponible parce qu'on ne va pas tout utiliser. Après, on va essayer de savoir à qui on s'adresse. Alors évidemment, on s'adresse à des personas ou des archétypes. On ne va pas utiliser les personas classiques avec la tête, marié, 2 enfants, tout ça, on s'en fout. On va aller chercher plutôt des informations psychographiques, donc savoir c'est quoi leurs aspirations profondes. Et pour le coup, là je vous ai mis juste un exemple, mais il y a encore quelques petits workshops. On peut faire de la user research là pour en savoir plus sur eux, mais on essaie de définir donc des archétypes de clients ou de users potentiels, et on essaie de comprendre un peu leur arc narratif. C'est-à-dire que eux, ils sont le héros de l'histoire, ils sont en quête de quelque chose. Et vous êtes donc le guide qui va venir les aider dans leur quête. Donc en fait, il faut comprendre et mettre l'audience cible dans ce cas-là, dans cet arc narratif, pour vraiment comprendre leurs aspirations profondes, leurs peurs, tout ce qui menace leur quête, pour pouvoir apporter la réponse adéquate. Et en fait, c'est une fois qu'on a compris les aspirations profondes et même des bénéfices inavouables, souvent même très cyniques et très individualistes, du genre, je vous donne juste un exemple, à convaincre un responsable innovation dans une boîte. Ce qu'on comprend, c'est que le responsable innovation, lui, ce qu'il veut juste, c'est pérenniser son poste parce que il y a l'équipe IT qui se fout de sa gueule, qui disent qu'il est là, qui sert à rien. Donc en fait, il a des problématiques de politique interne. Et en fait, ce qui va être important pour lui, c'est de valider l'importance de son poste, donc de se faire mousser devant son N+1 comme étant vraiment la personne qui amène l'innovation. Donc une fois qu'on a compris ça, on ne va pas lui présenter les choses de la même manière. Ce qu'on va lui donner, c'est des billes pour pouvoir se faire mousser devant son N+1. Voilà, donc une fois qu'on a les aspirations profondes, les bénéfices émotionnels inavouables, c'est-à-dire ce qu'ils ne vous diront pas, eh bien on va faire la fusion. Donc là j'ai mis un petit dessin pour justement faire comprendre qu'on prend que ce qui nous intéresse dans l'ADN des gens, qui va pouvoir rentrer en phase avec les aspirations profondes. Et de là, une fois qu'on a compris ce qu'on peut utiliser dans l'ADN des fondateurs, dans la mission globale de l'entreprise, dans la culture d'entreprise, tout ce qui s'est diffusé de toute façon, ça dépend de la grosseur de la boîte, mais vous voyez. Et qu'est-ce qui peut matcher avec l'archétype, d'ailleurs les archétypes, puisque après, il faudra peut-être, si vous avez plusieurs archétypes, il faut voir quel est le dénominateur commun. Eh bien, on va faire la fusion, et de la fusion, on va obtenir 2 choses. Déjà, le Golden Circle de Simon Sinek. Alors moi, je suis assez fan de ça, parce que ça donne une direction, c'est-à-dire que vous connaissez le Golden Circle, c'est on part du pourquoi. Au lieu d'essayer de vendre un truc en faisant la liste des features, en disant pourquoi c'est cool, eh bien on va expliquer pourquoi on fait les choses pour embarquer les gens, donner un sens à tout ça, ce qui devient un levier hyper puissant en marketing de nos jours et qui est encore un avantage concurrentiel puisque tout le monde ne le fait pas. Dans 10 ans, tout le monde le fera, donc ce sera juste une obligation pour pas être totalement transparent sur le marché. Mais en très gros, on commence donc par expliquer pourquoi on fait les choses, après on explique comment on compte faire pour atteindre nos objectifs et après finalement on propose le quoi, et bien c'est finalement le produit qu'on propose. Finalement le quoi, finalement assez peu d'importance puisque c'est juste le truc monétisable du moment. Vous savez pas, ça se trouve dans 5 ans vous aurez un truc monétisable auquel vous n'avez pas encore pensé qui prendra le pas sur votre produit actuel. L'important c'est d'avoir l'ossature et la colonne vertébrale de votre activité. Donc on commence par le qui, donc qui vous êtes, pourquoi, comment, quoi, ça embarque les gens dans une histoire, identification, on comprend pourquoi vous faites les choses, comment vous comptez faire, donc quand on vous propose le quoi, ça paraît beaucoup plus évident. Une fois qu'on a compris ça, eh bien, on peut mettre en place le MVB. Donc le MVB, ça va être des valeurs, des ennemis, des armes, une mission, une tonalité et une apparence, évidemment, qui découle directement de notre fusion là. La mission, finalement, ça peut être tout simplement le comment. La vision, ça va être plutôt le pourquoi. Tonalité, c'est la façon dont vous allez vous exprimer. L'apparence, c'est à quoi vous allez ressembler. Vos ennemis, très important, c'est pour pouvoir fédérer. Alors très souvent, le pourquoi et les ennemis sont assez liés. Vous désignez un ennemi, alors c'est pas un ennemi personnifié, mais vous désignez un ennemi pour votre stratégie et ça paraît plus simple, plus intelligible après, par la suite. Et vos valeurs, c'est des valeurs qui vont rentrer en phase avec les aspirations de vos archétypes. Une fois que vous avez ça, donc là c'est tout le bloc stratégie. Et bien là, on va pouvoir exprimer nos content pillars. Donc du MVB, on va prendre des éléments qui sont dedans et on va
d'abord faire une liste de plein de piliers potentiels, et puis après on va sélectionner ceux qui expriment le mieux le MVP. Moi je dis 3, 4 maximum, c'est vraiment les piliers de contenu, c'est les piliers de fond. Ça peut être évidemment votre expertise, ça peut être la bienveillance parce que c'est quelque chose qui est important pour vous et qui va rentrer en phase avec les aspirations des archétypes. Voilà, c'est pas important du moment que vous les portez et que ça touche l'affect des audiences cibles. Là, maintenant qu'on a MVP, Content Pillar, on a fini notre partie stratégie, maintenant on passe à la partie production, à quoi ça va ressembler. Donc nos Content Pillars, donc par exemple le pilier 1, comment il va s'exprimer par rapport aux différents canaux de communication. Donc là, on va avoir des grands types de contenus, des types de contenus qui sont là pour emballer les algos, d'autres qui sont là pour apporter de la valeur, d'autres qui sont là pour montrer, faire un peu de transparence, montrer des coulisses. Enfin, c'est des types de contenus qui sont bien spécifiques. Et on va du coup aller dire, bah voilà, ce pilier-là, cette thématique, donc par exemple la bienveillance, on peut l'exprimer de telle façon sur ce type de contenu-là, sur ce canal, avec tel type de contenu. Et donc on va remplir notre petit tableau comme ça, et à la fin, une fois qu'on a ça, on va sélectionner ce qui nous intéresse le plus comme type de contenu, ce qui nous chauffe le plus aussi, c'est important, ce qui nous intéresse. Une fois qu'on a ça, on va faire du stock froid et on va, donc par exemple là on a tout ça, et bien ça va aller remplir notre dossier qui est notre dossier Facebook avec nos contenus qui sont prévus en avance, et ça va être pareil sur tous les canaux. On va avoir nos stocks de contenu froid. Et c'est là qu'on va retrouver donc la partie diffusion, notre calendrier de publication. Il va reprendre les différents canaux de communication et c'est là où on va donner une fréquence de publication. Donc là le contenu A, il arrive, le contenu C et D, là on se rend compte que finalement le contenu C et D est pas si important que ça. C'est-à-dire que soit c'est pas si puissant, et dans ce cas-là, il va être 2 fois moins fréquent, par exemple. Soit vous avez plus de mal à le produire, et ce qui peut expliquer de lui donner une fréquence inférieure. Donc par exemple là, en semaine 2, dans un cycle de contenu, eh ben, on va alterner contenu C, contenu D. Alors que le A et le B, ils seront une fois par cycle. Donc là, on peut imaginer qu'on a un cycle de contenu sur 3 semaines. Une fois qu'on a fait ça, on peut juste dérouler nos 3 semaines de cycle. Et on a notre calendrier d'events. Ça peut être des événements comme la fête des mères, ça peut être des événements commerciaux. Genre, vous allez faire tel truc, vous allez lancer un drop de chaussettes, on s'en fout. En contenu chaud, s'intégrer dans votre stratégie de contenu. Donc c'est-à-dire que là, vous allez vous dire, bon, on va faire sauter, vous avez 3 semaines d'avance, vous êtes tranquille. En semaine 4, là, il va se passer un truc. Donc le contenu A qui est censé revenir ici, eh ben, on va le faire sauter par rapport à notre événement. Et c'est là qu'on va faire des réflexions ponctuelles sur comment on peut faire venir cet événement dans notre contenu le mieux. Et on va se dire, ah ben en fait, peut-être qu'on aurait pu le teaser en semaine 2. Voilà, donc le contenu froid va venir se mélanger au contenu chaud et on va pouvoir gérer ça dans le temps. Et là, j'en ai terminé avec cette méthodologie, la grosse brand. Un résultat, on va dire, logistique et organisationnel. La plupart des gens, en fait, ils font ça un peu à l'arrache. Leur stratégie de contenu, déjà, de base, ils se posent le lundi, ils se disent, bon, qu'est-ce qu'on va faire, qu'est-ce qu'on va bien pouvoir raconter. On, vaguement, des fois, fait une plateforme de marque, mais il n'y a pas d'articulation. Donc là, c'est-à-dire qu'une fois qu'ils ont leur ossature, tout devient plus clair. Et quand il y a des gens qui sont assez même créatifs dans l'équipe, ou qu'il y a un fondateur qui va avoir des lubies nocturnes et qui va dire si on faisait ça, en fait, ça devient beaucoup plus simple parce qu'on dit attends, est-ce que ça rentre dans nos content pillars? Est-ce que c'est cohérent avec notre branding? Oui ou non? Et ça permet déjà d'éviter du stress, ça permet d'éviter des problèmes organisationnels, ça permet aussi d'éviter des erreurs de communication. Je sais pas, moi, il y a Black Lives Matter l'année dernière et tout le monde, toutes les marques se mettent à mettre Black Lives Matter alors qu'ils n'ont jamais parlé de ce sujet. Et du coup, derrière, il faut être cohérent. C'est-à-dire que si tu la joues Black Lives Matter et qu'on vient creuser ton truc et qu'on voit qu'il n'y a que des blancs dans ta boîte et que tu n'as jamais rien fait dans ce sens-là, il y a un problème de cohérence. Donc c'est ce genre de choses que ça fait éviter dans un premier temps. Dans un second temps, évidemment, ça va être tout ce que ça va apporter, et c'est là mon sujet principal, ça va maintenir engagement et rétention, puisque tant qu'à faire, la mission qui va être proposée va rentrer en phase avec les aspirations des gens, donc ils vont suivre votre aventure entrepreneuriale ou votre mission, et c'est peut-être même des fois la même mission qu'eux-mêmes, donc du coup, ils restent engagés dans le temps. Et en fait, ça a créé énormément de possibilités de contenu à partager, alors que sinon on fait vite le tour. Une fois qu'on a parlé de son produit en long en large, on commence à copier ce que font les autres, on se dit ah eux ils font des behind the scenes, nous aussi on va le faire. Mais le truc c'est que si on fait des behind the scenes, il faut que c'est un intérêt, il faut que ce soit cohérent avec une vision du branding et pourquoi on le fait, pourquoi on monte la transparence, pourquoi tout ça. Tout ça, ça apporte de la cohérence et dans le temps, ça maintient donc engagement et rétention, c'est l'essence du moteur de croissance. Je parle du modèle ARR, donc acquisition, activation, rétention,
referral et revenus, ce moteur-là, il se maintient dans le temps grâce à l'engagement et la rétention. Il y a pas mal d'études qui ont été faites d'ailleurs qui montrent l'impact du brand building dans le temps par rapport à juste de la vente. Alors, quand c'est fait correctement, évidemment, parce que si on le fait mal, ça a des impacts qui sont moins efficaces, mais au bout de 6 mois, c'est d'avoir des augmentations de rétention, une baisse du churn, on peut espérer avoir plus de referral, plus d'activation. Et même dans l'acquisition, dans le message qu'on va fournir, ça va plus toucher les gens. Donc c'est-à-dire que la façon de les toucher va faire augmenter tous vos taux de passage en fait sur l'ensemble du modèle A. Alors en fait, le truc c'est que ce qui est bien avec cette méthode, c'est qu'il faut vraiment recentrer sur ce qu'on aime faire, c'est qu'est-ce qui nous motive. Juste pour fournir quelque chose que les gens attendent, parce qu'en fait, sur le long terme, c'est chiant. En fait. Et d'ailleurs, on va perdre en cohérence, on n'arrivera pas à avoir le fil. Donc en fait, il faut prendre des choses qui existent vraiment et des choses qui sont moteurs. Et en fait, quand on part d'éléments moteurs, il y a tout qui devient plus simple, mais on kiffe plus de venir au travail, on kiffe plus de communiquer, parce que c'est des choses qui nous portent à titre personnel. Donc finalement, de partir vraiment de qui on est, de son identité. Je dis pas qu'il faut tout dire, je dis qu'il faut juste prendre de ça et le mettre en phase avec ce qu'on peut utiliser et avec l'audience cible, et c'est ça qui va nous porter et qui va nous rendre plus efficaces dans le temps. Et t'es obligé de le mettre, ce truc-là? Et les gens, ils répondent un mot? Ah bon, je peux ne pas respecter alors?